Bonjour à tous. Donc, j'ai un plaisir à vous accueillir dans cette session physiopathe et biomarqueurs. Voilà, on est un certain nombre de biologistes impliqués dans le développement de ces biomarqueurs pour la maladie de Gaucher. Et il y a donc maintenant un nouveau biomarqueur, le glucosylsphingosine, qui a été développé par l'équipe de Lyon. Et c'est donc Magali Petazzoni qui va nous montrer les premiers résultats. Merci donc au comité d'organisation de me permettre de vous présenter l'intérêt de la glucosylsphingosine dans le diagnostic et le suivi de la maladie de Gaucher. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Pour mémoire, la maladie de Gaucher est une sphingolipidose. Elle est due à un déficit enzymatique de la glucocérébrosidase, conduisant à l'accumulation de son substrat, le glucosylcéramide, dans les tissus, essentiellement dans les cellules macrophagiques formant les cellules de Gaucher. Le glucosylcéramide n'est pas le seul sphingolipide accumulé. Il existe d'autres accumulations secondaires. Il existe également une accumulation décrite de glucosylsphingosine, initialement décrite dans les tissus. Qu'est-ce que la glucosylsphingosine ? C'est un lysosphingolipide. Il correspond à la déacylation du glucosylcéramide, probablement par la céramidase lysosomale. C'est un composé plus polaire qui a perdu son acide gras. Donc vous voyez la structure en bas. Il peut y avoir des variations sur la partie sphingosine de la molécule correspondant à ce qu'on appellera des analogues de ce composé, qui est aussi appelé lysoglucosylcéramide, glucosylsphingosine, lysohexosylcéramide, LGL1 ou lyso-GB1. Donc ces lysosphingolipides sont des biomarqueurs plasmatiques émergents dans le screening des sphingolipidoses. Ces lysosphingolipides ont été mesurés par spectrométrie de masse en tandem, soit de manière isolée, soit plus récemment en multiplex, de manière combinée, dans différentes sphingolipidoses. Et la mesure du lysoglucosylcéramide a été réalisée de manière combinée au laboratoire du CHU de Lyon. Nous avons utilisé une méthode d'extraction en milieu acide avec un passage sur colonne échangeuse de cations à partir de 200 microlitres de plasma EDTA congelé. Nous avons ensuite analysé les échantillons en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem pour la détection simultanée de 6 lysosphingolipides, dont le lysohexosylcéramide. Dans la suite de l'exposé, nous parlerons du lysohexosylcéramide, qui est en fait la combinaison de deux molécules que l'on ne peut pas distinguer par notre méthode. Le lysogalactosylcéramide ou la psychosine, qui est le biomarqueur de la maladie de Crabbe infantile au niveau plasmatique, et le lysoglucosylcéramide, qui est la glucosylsphingosine qui nous intéresse ici. Nous avons réalisé la quantification à l'aide de standards internes et d'une gamme externe. Donc, je vais vous présenter l'expérience française depuis le démarrage en routine de cette technique, donc depuis 2015, et faire une revue de la littérature sur l'intérêt de ce biomarqueur dans le screening de la maladie. Les premiers à avoir décrit l'intérêt du dosage plasmatique du lysohexosylcéramide était l'équipe de Decker en 2011. Il est en concentration 1000 fois plus faible que le glucosylcéramide. Cependant, il est bien plus discriminant pour différencier les populations de patients gauchers des témoins. Il a été décrit également dans la littérature une tendance à la diminution avec l'âge. Et ce biomarqueur est indépendant du sexe. Par ailleurs, il a été noté qu'il était corrélé à l'hépatomégalie et à la splénomégalie. En revanche, il n'est pas prédictif de l'atteinte osseuse. Donc, dans notre expérience, nous avons analysé depuis 2015 des plasmas provenant de 83 patients atteints de maladie de Gaucher, dont 25 étaient non traités. Nous avons remarqué une augmentation importante du biomarqueur de 6 fois à jusqu'à 200 fois la valeur normale, donc en bon accord avec la littérature, mettant en avant son intérêt dans le screening aussi bien des formes adultes que des enfants. Nous avons noté également une variabilité interindividuelle importante sur la petite cohorte française. Donc il est difficile de tirer des conclusions, notamment en fonction de l'âge et du type de la maladie. C'est un biomarqueur qui est plus spécifique et plus sensible
que les marqueurs chitotriosidase et la chémokine CCL18, qui sont des biomarqueurs indirects, reflets de la surcharge macrophagique. Et l'équipe de Rolfs, en 2013, a également testé sa spécificité dans d'autres maladies de surcharge lysosomale et n'a pas montré d'élévation. Nous avons pu analyser 98 échantillons provenant de patients atteints de sphingolipidose et de maladie de Niemann-Pick C, et nous avons montré une très bonne spécificité du biomarqueur. Donc l'élévation que l'on retrouve est très importante dans la maladie de Gaucher, et on retrouve une élévation plus modérée dans la maladie de Krapp qui correspond en fait à la psychosine. L'étude en multiplex a un avantage, elle permet de screener sur le même échantillon les maladies de Niemann-Pick A et B et également la maladie de Niemann-Pick C à l'aide des biomarqueurs la lysosphingoméline 509 qui est élevée dans les deux pathologies et associée à l'élévation de la lysosphingoméline dans la maladie de Niemann-Pick AB. La glucosylsphingosine ou le lysohexosylcéramide est donc élevé chez les patients gauchers, mais il a été décrit également élevé en cas de déficit en saposine C. Donc nous avons eu un cas dans notre expérience. C'était une patiente qui était déjà traitée, qui avait un taux élevé. Et l'équipe de Mota, en 2016, a décrit également une élévation de ce biomarqueur dans les déficits en prosymposine chez 2 patients. Pour les hétérozygotes, il y a un chevauchement des valeurs avec les valeurs des témoins et sans chevauchement avec les patients atteints de maladie de Gaucher. Qu'en est-il de la corrélation avec le génotype ? Nous avons analysé les génotypes de 19 patients et essayé de montrer la corrélation avec la concentration plasmatique du biomarqueur. Il y a une grande variabilité des résultats et encore une fois, le faible effectif ne nous permet pas vraiment de tirer de conclusions. En revanche, si on regarde la littérature, il a été décrit que les patients portant la mutation N370S à l'état homozygote présenteraient des taux, des concentrations plasmatiques plus faibles que les patients porteurs de la mutation L444P à l'état homozygote. Donc un biomarqueur doit permettre également d'évaluer l'efficacité de la thérapeutique et éventuellement prédire les complications. Qu'en est-il pour la glucosylsphingosine ? Donc dans notre cohorte, nous avons pu analyser 70 échantillons provenant de 58 patients traités et comparer les valeurs du biomarqueur par rapport au groupe non traité. Et donc nous avons observé une diminution importante du biomarqueur en bon accord avec ce qui avait déjà été décrit dans la littérature. Si l'on regarde l'évolution de ce biomarqueur sous traitement, et notamment si l'on compare avec les biomarqueurs existants, la chitotriosidase et le CCL18, nous remarquons des cinétiques comparables entre les biomarqueurs. Notamment, nous avons fait une étude rétrospective avec le professeur Berger en prenant les échantillons de la collection biologique de Clermont-Ferrand. Et nous avons analysé l'évolution du marqueur chez 7 patients avant traitement, après 3 mois de traitement et après 6 mois de traitement par enzymothérapie. Et on observe une diminution importante des 3 biomarqueurs. Il est à noter que chez les patients qui ont une mutation, une duplication de 24 paires de bases homozygotes sur le gène de la chitotriosidase, ce marqueur n'est pas utilisable pour le suivi des malades. Ça concerne 8% des patients environ. Si l'on regarde dans le détail ces 7 patients, donc l'étude rétrospective et l'évolution du taux du biomarqueur, de la concentration plasmatique en fonction du temps, certains patients ont une diminution progressive entre M0, M3 et M6. D'autres ont un plateau entre M3 et M6. Et enfin, 2 patients ont montré une augmentation de la concentration suite à une diminution de dose. Donc, ce marqueur est sensible au changement thérapeutique. Dans notre expérience depuis 2015, nous avons pu analyser 5 patients pour lesquels nous disposions d'un échantillon avant traitement et un échantillon après traitement. Et on constate bien une diminution du marqueur sous traitement. L'équipe de SMID a analysé l'évolution de ce biomarqueur en fonction du type de traitement et il a montré une diminution plus importante du lysohexosylcéramide sous enzymothérapie et sous eliglusta comparément au miglusta.
Par ailleurs, on peut noter que la décroissance est beaucoup plus importante la première année et la cinétique est un peu plus faible la seconde année. Enfin, nous avons pu mettre en évidence l'intérêt de ce biomarqueur dans les formes anténatales de maladie de Gaucher. En effet, nous avons analysé les liquides amniotiques de fœtus atteints de maladie de Gaucher de manière rétrospective et montré une très franche élévation de ce biomarqueur non observé dans les groupes témoins. Donc ce biomarqueur pourrait être un nouveau biomarqueur de screening de cette maladie, plus rapide que la mesure de l'activité glucocérébrosidase dans les cellules amniotiques cultivées, qui reste le diagnostic de certitude, combiné ou non à l'étude moléculaire. Donc en conclusion, la glucosylsphingosine est un biomarqueur plasmatique de la maladie de Gaucher qui est également élevé dans les déficits en saposine C et en prosaposine. Le dosage en multiplex permet le screening non seulement de la maladie de Gaucher, mais également des maladies de Niemann-Pick AB et Niemann-Pick C sur le même échantillon. C'est un marqueur direct qui est plus sensible et plus spécifique que les marqueurs chitotriosidase et CCL18 qui sont plus le reflet de la surcharge macrophagique. Et enfin, la cinétique d'évolution de ces biomarqueurs semble comparable sous traitement. Le lysohexosylcéramide a été impliqué dans la physiopathologie de la maladie, notamment il semble qu'il ait des effets sur la neurotoxicité, l'ostéoblastogénèse et la survenue de lymphome B ou de myélome chez les patients. Donc surtout, ne pas oublier de prescrire ce nouveau biomarqueur en systématique pour le suivi de vos patients dans le même temps que l'analyse de la chitotriosidase ou du CCL18, ainsi que le préconise le PNDS de la maladie de Gaucher de décembre 2015. Et donc le prélèvement, c'est du plasma EDTA congelé à faire parvenir au laboratoire du CHU de Lyon. Je tenais à remercier particulièrement Roselyne Froissart et Monique Pirot et l'ensemble des prescripteurs qui nous ont adressé leurs prélèvements pour cette étude. Je vous remercie. Merci Magali pour cette présentation très claire. J'imagine qu'il y a peut-être des questions dans la salle à propos de ce nouveau biomarqueur particulièrement intéressant dans le Gaucher. Oui. Merci. Merci beaucoup. Juste, je voulais savoir si, soit dans votre étude, soit dans la littérature, quand on voit remonter la glycosylsphingosine, ça correspond à une modification des autres paramètres biologiques, parce que le problème qu'on a avec les autres biomarqueurs, c'est que parfois on les voit remonter, mais c'est pas forcément corrélé, soit une thrombopénie, etc. Donc on peut pas modifier notre thérapeutique sur une augmentation de keto. Est-ce qu'on sait si on pourrait modifier la thérapeutique sur une augmentation de glycosylsphingosine ? Je parle sous réserve du professeur Berger. Enfin, sur l'étude rétrospective que l'on avait faite, les biomarqueurs évoluaient de la même manière, donc notamment les augmentations qui avaient été observées lorsqu'on avait diminué la dose, la chitotriosidase augmentait aussi. Donc je ne sais pas. Alors pour l'instant, les données sont manquantes et ce que l'on sait aussi, c'est que les biomarqueurs montent avant qu'il y ait une dégradation de la cytopénie, pour reprendre l'exemple que tu donnais. Et ça, on sait. Pardon. C'est vrai ? Je disais donc on manque d'informations pour pouvoir répondre à cette question, parce que ce que l'on sait effectivement, c'est que lorsque on fait des changements thérapeutiques, les biomarqueurs ont tendance à monter relativement rapidement, mais qu'en plus ces biomarqueurs sont des espèces d'indicateurs précoces d'une dégradation de la maladie, ou en tout cas d'une modification de la maladie, ce qui fait qu'en général il y a augmentation des biomarqueurs. Et plus tard, il va y avoir une modification au niveau des cytopénies, une aggravation de cytopénie. Ce délai-là n'a jamais été vraiment ni étudié, il n'y a pas de recommandation dans ce domaine. Pour l'instant, les petites études que nous avons faites en croisant les différents biomarqueurs montrent que l'évolution est du même... à peu près, les cinétiques sont équivalentes et que les évolutions sont assez superposables. Il n'empêche, après j'arrête puis je redonne la parole, que vraisemblablement, parce que comme Magali a dit, la différence entre ce biomarqueur et puis le CCL18 et la chitotriosidase, qui sont un peu plus indirectes, vont peut-être amener à avoir un intérêt un peu différent dans des sous-cohortes de patients, mais qui pour l'instant ne sont pas clairement identifiés. Voilà. En tout cas,
nous avons besoin d'évaluer sur la cohorte française ce biomarqueur, je vous engage à le prescrire et à envoyer à Lyon, parce que vous voyez que c'est important de pouvoir, d'une année sur l'autre, pouvoir aussi acquérir notre propre expérience au niveau du groupe, au niveau de la cohorte française. À quelle fréquence tu recommanderais le dosage du lyso-Gb3 à viser à la fois d'études peut-être et puis de surveillance des patients? Comme les autres biomarqueurs. Donc si c'est initiation de traitement, c'est au moins tous les 3 mois au début. Et ensuite, on dit tous les 6 mois. Voilà. Est-ce que maintenant, quand je suspecte un gaucher, j'ai intérêt à demander ça plutôt que de demander un dosage enzymatique? Donc c'est une bonne méthode de screening des sphingolipidoses, notamment la maladie de Gaucher. Et de toute façon, la mesure de l'activité enzymatique sera réalisée en deuxième intention pour confirmer, puisque c'est uniquement un screening. Et par ailleurs, en cas de forte suspicion clinique avec un biomarqueur qui s'avérerait négatif, rien n'empêche de faire la mesure de l'activité en deuxième intention. Alors, c'est coté en B120. Mais le dosage de l'enzyme reste le critère pour le diagnostic. Hein. Oui, oui. C'est le critère diagnostique, oui. Je pense qu'il ne faut pas confondre biomarqueur et faire les enzyme spécifique d'une maladie. Dans les maladies lysosomal, le diagnostic est fait par la mise en évidence du déficit de l'enzyme correspondante. Après, les biomarqueurs ont de l'intérêt, en particulier pour le suivi thérapeutique, mais voilà, le diagnostic repose quand même sur le déficit enzymatique. Est-ce que justement, ce n'est pas le bon moment pour faire une sorte d'analyse de la littérature, une méta-analyse sur les biomarqueurs classiques et définir, avant d'envisager donc le développement de ce nouveau biomarqueur, de définir un petit peu la place actuelle des biomarqueurs type CCL18 et autres. Voilà. Alors, je vais répondre sous couvert de Jérôme que j'ai perdu de vue, Stirnemann, là-haut, qui a, à travers le registre et avec Marie Vigan, l'équipe de France Maintré, déjà travaillé sur des aspects d'évaluation des biomarqueurs par rapport au phénotype, aux histoires naturelles des maladies. Donc, il y a déjà cet aspect-là qui nous permet aussi d'être complémentaires et de pouvoir travailler sur la cohorte française. L'aspect méta-analyse, c'est un peu compliqué parce qu'on est en train d'en monter une, comme vous le savez, sur le CCL18, qu'à partir de 380 et quelques publications, je pense que nous allons récupérer les données de 6 publications pour lesquelles les promoteurs, y compris les industriels, sont d'accord à donner. Donc, c'est un peu compliqué. D'autant que dans les publications, souvent, ce qui manque, c'est les données individuelles. On veut bien nous donner des données agrégées, mais individuelles, c'est difficile. Donc tout ça pour dire que ça reste, alors ce serait une bonne stratégie, mais ça reste un peu difficile. Après, aujourd'hui, pour avoir, ceux qui étaient à l'EWGGD sans rappel, c'est que il y a quand même, moi je l'ai dit tel que je pense, comme je le ressens, mais on était plusieurs à avoir le même ressenti. Il y a des effets de mode. Aujourd'hui, si vous allez dans un congrès international, on va vous dire les 2 premiers biomarqueurs, vous allez pouvoir les jeter au panier parce que le LGL1, c'est formidable. Mais quand vous regardez les chiffres et les évolutions, vous ne voyez pas de différence. Donc pour l'instant, on inciterait plutôt à la prudence. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions avoir une expérience française avant de pouvoir nous prononcer. Monique Pirot de Lyon. Je voudrais juste faire 2 petits commentaires. D'une part, plaider en faveur des lysos, parce que quand on fait les lysos en multiplex, on peut savoir si c'est une maladie de Gaucher, mais on peut aussi éliminer une maladie de Niemann-Pick. Et puis B. Et puis, par ailleurs, un petit peu... pour se défausser du côté des lysos, on sait qu'il y a un certain nombre de patients, que ce soit Fabry, Gaucher, qui ont un taux assez bas de lyso-Gb3 ou de lyso-exosylceramide. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul et on espère qu'aucun de ces patients ne peut avoir un lyso-exosylceramide normal. Mais il faut quand même se méfier et être prudent et peut-être... plaider pour cette raison un petit peu en faveur de l'enzymologie en première intention. Sauf si on a des raisons de faire un screening large ou peut-être chez un enfant où là, de toute façon, ces marqueurs seront toujours très élevés.